a new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Avez-vous déjà essayé de regarder une série québécoise? Il y a 6 ans, à l'occasion de nos premières vacances ici, et alors que j'étais loin, mais alors vraiment très très loin d'imaginer que j'y reviendrais comme résident, j'ai tenté le coup. Et je me souviens très bien avoir décroché au bout de 5 minutes. Alors c'était une série policière assez noire, un truc genre Braco si ça vous parle. Et alors je ne comprenais rien. Et quand je dis rien, c'est rien walou. J'en mettais pas une dans le mille, comme on dit. In fine, je me souviens même être passé sur la TV américaine. C'est dingue, mais avoir passé 7 ans à chercher Brian in the Kitchen m'avait visiblement bien mieux préparé à la télévision américaine que mes 40 ans dans l'Hexagone ne m'avaient préparé à la télé québécoise. Bon, en fait, je dois vous dire que j'étais particulièrement mal tombé avec cette série, car depuis, j'en ai regardé plein. J'ai écouté la radio, j'ai évidemment écouté des balados, excellente idée par ailleurs. Et s'il y a bien encore des expressions, des tournures de phrases qui restent un tantinet étrange à mes oreilles, globalement, je m'en sors plutôt pas mal, pas si pire, comme on dit ici. Reste qu'il y a quand même beaucoup à dire sur le français du Québec. Et comme j'ai toujours été convaincu que connaître une langue est une clé indispensable pour comprendre la culture d'un peuple, il me fallait absolument trouver la personne qui me permette d'explorer ce sujet dans Fais-tu frette. Alors j'ai donc fait appel à un ami, comme on dit, ou plutôt à une amie, ma prof de français québécois. C'est parti, interro surprise avec Geneviève Breton. Salut Geneviève. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oh écoute, super bien, très honoré de te recevoir aujourd'hui et je vais te harceler de questions, ça va être terrible pour toi, tu vas voir. Super, ramène-la tes questions. Alors, on va commencer déjà par parler de toi et de parler de ma prof de français.ca. Vous aurez toutes les coordonnées sur les commentaires et sur le site comme d'habitude. Mais ma prof de français.ca, c'est un projet que tu as lancé il y a 1 an et que perso, je trouve absolument super. C'est quoi ça donc? C'est gentil, merci. C'est ça. Moi, j'ai fait une formation en musique dans une autre vie. Par la suite, j'ai fait un bac en traduction. Puis, dans le cadre de mon bac en traduction, j'ai eu l'occasion de faire des cours de linguistique. Puis là, je me suis découvert une fascination pour cette science qui observe les langues, qui étudie les langues.
Puis c'est ça, je me suis mis à enseigner en francisation. Donc, des étudiants qui arrivent à l'université pour faire un diplôme au Québec, mais il y en a quelques-uns qui débarquent de l'avion, puis surprise, ça parle en français ici, même si on est au Canada. Donc, il y a une classe d'accueil un peu pour leur enseigner le français. Puis là, j'ai fait une blague, là. La majorité savent très bien que ça parle français ici, mais souvent, ils ont eu des cours de français dans une alliance française quelque part sur la planète, puis ils ont été exposés surtout à des francophones de France ou d'Europe, du moins. Mhm. Puis là, ils arrivent ici, puis moi, je pensais que je parlais français, puis finalement, Je comprends. Ouais, hein? Donc, un peu comme toi, ouais, c'est vraiment, vraiment très différent. Puis donc, j'avais plusieurs questions, plusieurs étudiants qui me demandaient aide-moi, qu'est-ce que je fais si je veux finir par vous comprendre? Puis, en cherchant des ressources vers quoi les diriger, je me suis rendu compte qu'il y avait pas grand-chose qui était fait sur le sujet. Moi, j'ai toujours aimé enseigner. J'ai enseigné la musique, ça fait plus de 20 ans. Puis avec mon bagage que j'avais eu dans mon cours de traduction puis en linguistique, j'ai dit tiens, là, il y a un projet de cours de français, de chaîne de français qui est un peu apparu dans ma tête. Puis avec la pandémie, tous les cours de musique, ça a tombé partout. J'ai fait voilà le moment, je me lance. J'ai lancé la chaîne YouTube, puis c'est ça fait 1 an. Je suis vraiment, vraiment contente du succès, puis je me rends compte que ça répond à un réel besoin. Ah oui, moi j'ai juste regardé vite fait les chiffres des je sais pas si j'ai le droit de le dire dans une émission qui va s'appeler ma prof de français.ca, mais tes followers, donc voilà, pour 1 an, ça envoie quand même déjà du lourd, c'est vachement bien. Et je crois, si j'ai bien compris, tu as un peu 3 niveaux. Il y a toutes les capsules, et il y en a vraiment beaucoup, hein, qu'on trouve sur YouTube. Allez-y, hein, c'est franchement, vous allez apprendre plein de trucs. C'est absolument incroyable. On va souvent y faire référence dans l'émission aujourd'hui. Le deuxième étage de la fusée, c'est que tu as aussi une chaîne Patreon. Mm-hmm. Donc sur Patreon, alors là, moyennant menu finance, histoire de te filer un petit coup de main, mais on a des bonus, on a des contenus exclusifs et c'est franchement aussi assez sympa. Et alors le troisième étage, pour ceux qui vraiment n'en mettent pas une dans le mille, comme je disais tout à l'heure, c'est là que tu proposes carrément des programmes de formation en francisation. Exactement. C'est un cours, en fait, que j'ai monté sur la plateforme Moodle, qui est une plateforme open source qui est utilisée beaucoup dans les universités. Donc, je voulais faire une formation pour aider les gens à comprendre. C'est vraiment un cours basé sur la compréhension orale. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà une bonne base en français. Bon, des francophones qui viennent d'ailleurs ou des étudiants de français langue étrangère, mais qui ont déjà un certain niveau. C'est pas un cours où j'apprends comment faire des phrases ou que je vais étudier la grammaire. C'est vraiment, j'enseigne certains traits de l'oral, puis j'ai essayé de faire ça très structuré d'une façon logique, parce que souvent, ce qu'on a comme ressources en français québécois, c'est très anecdotique. Ça va être, voici le mot, je sais pas moi, le mot « moi », on prononce « moi ». OK. Puis là, après ça, le mot piastre, on prononce piastre. OK. Mais il n'y a pas de lien entre les deux. Donc, dans mon cours, j'ai vraiment essayé de faire un développement logique, d'y aller étape par étape. J'enseigne un trait de prononciation. Ensuite, il y a des exercices c'est vraiment l'intention pédagogique, c'est d'enseigner, d'amener les étudiants à faire des liens entre le français qu'ils connaissent puis la façon dont on le prononce, dans le fond. Ok. Et moi, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, que tu fais assez régulièrement, que je trouve très intéressant, c'est que ces différences que tu pointes, tu les remets souvent dans un contexte historique, contexte géopolitique parfois. Et du coup, c'est quand même beaucoup plus facile de comprendre et d'enregistrer à partir du moment où on a une histoire derrière, on a quelque chose. Ça, c'est quand même super intéressant. Mm-hmm. Puis, outre le fait qu'on comprend mieux, c'est beaucoup pour enlever des stigmates. Au Québec, si t'es ici depuis moindrement longtemps, où les gens vont probablement remarquer, il y a une grande insécurité linguistique. Le sujet de la langue, ça revient tout le temps. Les Québécois parlent mal, notre accent, le français dégénère, notre accent est moins bon que celui de l'Europe ou que celui d'ailleurs. Puis, c'est complètement ridicule quand tu regardes ça. Tu sais, c'est sûr que on a un océan qui nous sépare, on a perdu les liens pendant je sais pas combien de dizaines d'années. C'est sûr que les langues ont évolué de façon différente des deux côtés de l'Atlantique, puis il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, tu sais. Il y a des raisons historiques, linguistiques qui expliquent que les Québécois, on parle comme on parle, puis je pense qu'en diffusant ça, en expliquant ces raisons-là,
les gens comprennent mieux, puis ils vont être peut-être moins portés vers le jugement. Ouais, c'est l'un des points qu'on a évoqué dans une précédente émission qui était consacrée à l'histoire avec Éric Bédard, qui a écrit l'histoire du Québec pour les nuls, qui se destinait plutôt d'ailleurs à mes compatriotes et à moi-même d'ailleurs français, mais qui est super intéressante. Et dans la nouvelle édition, il termine par on va dire 10 points clés, 10 informations comme ça bonnes à savoir. Et il y en a une qui porte sur la langue, dans lequel il explique, et du coup c'est très intéressant, que le français québécois, c'est tout simplement le français de France, mais grosso modo du XVIIe siècle. C'est-à-dire que là où il y a eu des évolutions, parfois d'ailleurs à marche forcée pour des raisons d'élitisme, de choses comme ça qui se sont faites en France, la césure qu'il y a eu à plusieurs reprises d'ailleurs, entre le Royaume de France et le Québec a fait que le français pratiqué au Québec est resté relativement tel qu'il était. Donc les prononciations, puis certains mots tout simplement sont plus issus de ça. Et effectivement, ça permet de relativiser 2-3 trucs. Tout à fait. En France, il y avait 2 usages. Il y avait le bel usage qui était la cour, puis le grand usage qui était la bourgeoisie. Donc ici, dans la colonie, en Nouvelle-France, c'était beaucoup l'usage de la cour. Puis donc, tu sais, les linguistes au Québec disent souvent à la blague, si le roi de France avait dit « le roi, c'est moi », il aurait prononcé « le roi, c'est moi ». C'est un trait de prononciation qui s'utilisait à la cour, qu'on a gardé ici, « moi pis toi », on va faire ça, il fait noir. Puis donc c'est ça. Ici, l'usage de la cour s'était bien implanté. Puis en Europe, en France, quand vous avez fait la Révolution, la cour, ça a pris le bord, les têtes sont tombées. Donc, vous avez privilégié plus l'usage de la bourgeoisie. Oui, c'était pas la Révolution tranquille chez nous. Non, c'est ça exactement. Donc, vous avez privilégié plus, en tout cas, l'usage de la bourgeoisie a été privilégié, puis c'est ça qui a été implanté et diffusé. Donc, ça explique déjà, à partir de ce moment-là, la césure, comme tu dis, la différence entre les deux français. Et ça explique aussi que j'ai déjà fait référence à plusieurs reprises dans ce balado, que régulièrement des mots ou des expressions qui sont employés au Québec me rappellent, alors rarement pas exactement telles que formulées ici, mais me rappellent des expressions de patois, moi qui viens du centre de la France, voilà, des mots que je pensais qu'on ne disait à peu près que là-bas, qu'on n'utilisait que là-bas et que je retrouve ici. Alors pas forcément toujours dans le même sens, on y reviendra plus tard, mais voilà, ça montre bien que le français d'ici, c'est, j'allais dire presque un français enraciné en France, qu'on a peut-être légèrement un petit peu recouvert, voilà, s'il resté au niveau des racines, mais ça reste très français, quoi. Très, très français. Oui, c'est pas une langue qui est sortie de nulle part, là, c'est sûr. C'est les colons français qui ont amené leur langue avec eux, leur patois avec eux, leurs expressions. Il y a une couche aussi de vocabulaire maritime qu'on a intégré parce que les gens veulent pas, ça leur prenait 3 mois de traverser en navire. Fait qu'il y a 3 mois, tu vis sur un bateau, tout le vocabulaire de la navigation s'est intégré dans nos mots ici. Ouais, c'est sûr. Et tu disais tout à l'heure que qu'il y avait la volonté un peu d'être, enfin que c'était un sujet, quoi, la langue ici. Alors ça tombe bien, au moment où on enregistre cette émission, le gouvernement provincial, toujours que je précise si c'est provincial ou fédéral, c'est aussi un truc, j'essaye de m'habituer. Le gouvernement provincial vient de présenter des évolutions de la fameuse loi 101, qui est une loi de défense de la langue française, me semble-t-il. Tu peux juste m'expliquer un peu ce que c'est la loi 101 pour que ce soit clair pour tout le monde et pour moi aussi d'ailleurs. De son nom officiel, la charte de la langue française, c'est c'est la loi qui protège le français ici, qui donne son statut officiel à la langue française, seule langue officielle de la province de Québec. On est au Canada la seule province qui est officiellement francophone seulement. Il y a le Nouveau-Brunswick qui est officiellement bilingue anglais-français. Les autres provinces, la langue officielle, c'est l'anglais seulement. Donc, au Québec, au Québec... J'étais persuadé que tout le monde était bilingue et qu'après, selon les provinces, des usages faisaient qu'une langue était majoritaire, mais que tout le Canada et toutes les provinces étaient bilingues. Non, la seule qui a le statut officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Ok. Et donc nous, on est la seule qui a le statut francophone. Oui, officiellement francophone.
c'est tellement important la langue française dans la culture au Québec. C'est vraiment le ciment de la société. C'est ce qui nous distingue du reste du pays, du reste du continent aussi. Donc, c'est ça. Dans les années 70, me semble que ça a été adopté, cette loi-là. Puis, il y a plusieurs applications, là, entre autres l'affichage sur les affiches des commerces. Le français doit toujours être plus gros que l'anglais. Les bannières sont pas obligées de traduire absolument leur nom, sauf que souvent, ils vont ajouter un générique français, par exemple, Starbucks, qui devient Café Starbucks, ou... donc, c'est ça. C'est une loi qui vise à protéger le français. Mes filles se sont toujours pas remis du PFK. Ouais. Un grand traumatisme pour plusieurs. Et alors ici, pour vous qui n'êtes pas venus encore au Québec, vous avez peut-être l'habitude d'aller au Kentucky Fried Chicken. Voyez-vous, vous n'êtes pas obligé d'y aller d'ailleurs parce que c'est pas terrible. Enfin, ça, c'est un goût très personnel. Et donc ici, c'est exactement les mêmes boutiques, c'est le même logo, c'est la même typographie, mais c'est PFK puisque c'est les poulets frits du Kentucky, messieurs dames. Ouais, tout à fait. Donc je crois que mes filles qui, elles, aiment bien le KFC, font un blocage et n'y ont toujours pas foutu les pieds depuis. Elles ont l'impression que c'est un autre truc. On confirme que c'est la même sauce du Colonel Sanders. On confirme. Ouais, voilà, le même qui se trouve dans toutes les pubs partout dans le monde. Et donc je disais que le gouvernement provincial vient de proposer, en tout cas, parce que c'est pas encore passé en application, ça va être débattu tout ça, mais de proposer pas mal de mesures pour essayer de renforcer la protection de la langue française. Bon, si on se le dit franchement, c'est surtout concentré sur Montréal, qui a un gros problème. Et pour être tout proche de Montréal, je confirme. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait que la langue française sur les affiches soit plus gros que la langue anglaise. Il suffit de se balader dans Montréal pour voir qu'il n'est pas rare de n'avoir que de l'affichage en anglais. Et le point qui a mis peut-être le feu aux poudres il y a quelque temps, c'était une étude où je crois que c'était pas hyper scientifique, mais bon, qui avait montré, un reportage qui avait montré que la langue d'accueil dans les boutiques et dans les magasins sur Montréal, c'était l'anglais. Et ça a fait tiquer beaucoup de monde, y compris donc le gouvernement. C'est un combat la langue française ici. Hein. Oui. Ben, il faut se rappeler que c'est ça, on est minoritaire au pays. Puis si on regarde ce qui se passe dans d'autres communautés, parce que les francophones, il y en a beaucoup dans les maritimes. Ce sont les Acadiens, c'est une souche un peu différente de français, mais reste que, au Nouveau-Brunswick, si on regarde la seule province qui est bilingue, les proportions d'anglophones, de francophones, l'anglais est beaucoup plus fort, dans les provinces où est-ce que les deux langues sont à peu près égales, l'anglais gagne toujours du terrain. Donc, il faut vraiment rester conscient, il faut être prudent si on veut conserver la langue française ici, là, effectivement. Et ben justement, on va mettre les pieds dans le plat et notamment parler de ce rapport à l'anglais. Voilà, parce que ça fait partie, je sais qu'avec tous les Français qui arrivent, c'est un gros sujet de discorde, puisque, bon, je vais faire simple, nous Français, on a la fâcheuse habitude de mettre des mots anglais un petit peu dans toutes les phrases, hein, surtout quand on vient de Paris, ça fait chic, hype et cool, voilà, donc on va checker nos plannings, voyez-vous. Et je sais que ça irrisse le poil ici de pas mal de défenseurs de la langue française, et pourtant, il y a aussi une vraie influence anglophone, ne serait-ce que le matin ici on se dit bon matin, qui est clairement la traduction de good morning, qu'on va pas utiliser en France. Ici on va se céduler des rendez-vous qu'on va canceller derrière. Et ce que je veux dire par là, il y a plein d'expressions comme ça. En fait, j'ai l'impression qu'on fait tous les deux la même chose, c'est-à-dire que on intègre des mots anglais dans notre vocabulaire. Les Français ont une légère tendance à les prendre tels que, quitte à les sortir un petit peu de leur sens, mais par contre on ne change pas le mot, c'est plus le sens qui va évoluer. Ici, on les francise. Et céduler et canceller, c'est exactement ça. La première fois que j'ai vu un panneau en me disant vous pouvez céduler votre rendez-vous ici, je n'en ai pas cru mes yeux. Oui, ben tout à fait, t'as tout à fait raison. En France, c'est beaucoup des emprunts directs, donc le pressing, faire du shopping. On prend le mot puis on le garde tel quel. Au Québec, effectivement, on va beaucoup prendre des verbes. Les verbes anglais sont tellement directs. Ouais, c'est ça, souvent, direct. En français, ça va nous prendre il n'y a pas toujours le verbe équivalent. Un paragraphe, un livre. Oui, c'est ça. Il n'y a pas toujours le verbe équivalent. Donc, on aime bien la praticité des verbes anglais, mais on les conjugue en français. Fait que je filais pas trop hier.
le to feel. Je me sentais pas bien, je filais pas. La grosse différence, je pense que c'est par rapport au rapport. Comme tu as dit, à Paris, les anglicismes, ça fait chic. Ici, dans une langue soutenue, dans une langue formelle, on essaie de les éviter à tout prix, justement pour toute cette mentalité de faire attention, conservation de la langue, protéger le français. L'Office de la langue française ici, qui est un peu l'équivalent de l'Académie française, mais au Québec, on a un organisme du gouvernement qui s'occupe de gérer la langue, un peu les questions de langue. Puis l'OQLF, donc l'Office québécois de la langue française, fait énormément de propositions pour traduire, offrir des mots français pour traduire les anglicismes. C'est pour ça que aujourd'hui on fait une balado-diffusion, une balado au lieu de faire un podcast. Clavarder, qui est un clavier et bavardage, donc du clavardage pour clavarder. Donc énormément de propositions de néologismes pour essayer de traduire. Dans une langue formelle standard ici, on essaie d'éviter les anglicismes, mais dans la langue familière, informelle, il y en a énormément. Et les gens diront ce qu'ils voudront, il y en a beaucoup plus au Québec qu'en France, là, c'est sûr et certain. Il y avait d'ailleurs une YouTubeuse, elle avait fait je me rappelle pas c'était qui, je pense que c'était, je me rappelle plus son nom, mais elle avait écouté Starbuck, le film québécois, puis il y a eu un remake, une version qui a été faite en France, puis donc c'est le même film, la même histoire, mais elle calculait, à chaque fois qu'elle entendait un anglicisme, elle faisait une liste, là. Puis le québécois, c'était genre 15 fois plus, là. C'était vraiment ridicule. Bah ouais, il y en a plein, effectivement. Et mais juste là-dessus, moi, j'aime vraiment énormément les néologismes qui sont créés ici. T'as cité clavardage, c'est vraiment chouette. Courriel est vraiment très chouette. Et alors, c'est juste un truc comme ça, mais j'ai l'impression qu'en France, malgré tout, de plus en plus, ce côté de balancer des mots anglais, de l'English dropping, hein, ça se fait de moins en moins dans un langage soutenu. J'ai l'impression qu'il y a une espèce... Alors, moi qui viens du marketing et de la com, autant dire que c'est encore un festival, hein, c'est même à ça qu'on nous reconnaît. Ça en devient souvent ridicule, c'est-à-dire qu'on en est réduit à inventer des mots anglais. Voilà. C'est totalement ridicule. Mais sinon, dans le langage plus soutenu qu'on va trouver en politique, en littérature, en sciences ou des choses comme ça et tout, j'ai l'impression que ça disparaît un petit peu. Et de temps à autre, je vois apparaître des mots dont je sais moi maintenant qu'ils sont d'origine québécoise, exactement le type de néologisme que tu disais. Reste que, au-delà des mots qui sont francisés, il y a quand même une autre particularisme par rapport à l'anglais ici. C'est la faculté de tout le monde, alors dans le langage de tous les jours, hein, j'entends, je ne sais plus comment tu le qualifies, mais de mixer les deux langues. Je sais pas, anyway, on va faire comme d'habitude, quoi. C'est un mot qu'on retrouve tout le temps. Voilà. C'est pourtant on n'est pas bilingue ici. Enfin, tu le disais tout à l'heure, on n'est que francophone. Ça revient quand même très très souvent. On est officiellement que francophone, mais si tu regardes le taux de personnes qui parlent l'autre langue officielle, je veux dire, t'as beaucoup plus de chances de tomber sur un Québécois bilingue, francophone natif qui a appris l'anglais puis qui se débrouille très très bien en anglais, que va te promener dans l'Ouest américain, dans l'Ouest du Canada. Beaucoup plus rare de voir un anglophone natif qui a un bon niveau de français ou qui a atteint le même niveau de français. Donc, c'est sûr que l'anglais, tu sais, c'est la langue universelle. Donc, les séries américaines, l'hégémonie de la culture américaine, puis on se ferme des portes dans la vie si on sait pas parler anglais, soyons francs. Ouais, c'est la langue pour voyager, donc c'est beaucoup plus facile de trouver un Québécois bilingue qu'un Canadien bilingue. Et c'est vrai que cette faculté à mixer les deux langues, et la première fois ça surprend un petit peu. Moi j'avais déjà constaté ça dans le milieu professionnel avant, en dehors du Québec, hein. Mais c'était plus dans une optique où, par exemple, si un meeting devait se faire en espagnol, tout le monde n'est pas et pas bilingue en espagnol, donc en gros on essayait de parler espagnol, et quand on butait sur un mot ou quelque chose, on mettait le mot anglais qui correspondait et ça passait crème, tout le monde correspondait. Et ici effectivement, quand je vois mes amis, mes relations qui ont cette facilité à switcher de l'un à l'autre, en fait c'est hyper pragmatique, c'est ce qui va se dire plus vite, plus simple, plus straight to the point, se dit en anglais.
et ce qui va nécessiter peut-être un petit peu plus de subtilité va se mettre en français, et ça crée des phrases qui sont presque poétiques des fois. C'est vraiment super joli. On parle plus de l'anglais, on lui a fait son compte. J'aimerais qu'on parle de la prononciation. Mm-hmm. La prononciation. C'est marrant parce que juste avant de faire cette émission, j'ai regardé ta toute dernière capsule, alors qui au moment où ce sera diffusé ne sera pas la dernière, parce qu'il y a toujours un petit décalage, mais qui est justement sur la prononciation. Et tu parles à un moment donné d'explications, j'allais dire physique sur la prononciation, et ça m'a fait penser à une chanson de Grand Corps Malade qui s'appelle À Montréal, qu'il avait écrit après son premier concert ici, et il dit, je crois, quelque chose qui doit être pour ce qui est de leur accent, je crois avoir percé leur secret, ils ont trop de souplesse dans les joues. Et c'est bon. Et c'est exactement ce que tu disais ce matin dans ta capsule. Oui, tout à fait. C'est vraiment une question musculaire. Et alors, dans la capsule, que je résume comme ça, tu dis, en gros, découvrez les 23 voyelles québécoises versus les 15 voyelles françaises. Alors déjà, si tu veux, moi j'ai failli faire un arrêt cardiaque, 15 voyelles, je me suis dit, j'ai visiblement raté un gros cours, un gros pan de mon éducation en français. Il y en a beaucoup plus. Mais en plus, pourquoi il y en aurait 23 en québécois et 15 en français? Explication. Bon, première des choses, c'est moi j'utilise voyelle au sens linguistique du terme. Ouais, donc quand on va à l'école, en fait. Oui, c'est ça. Quand on va à l'école, on apprend qu'il y a 5 voyelles, A, E, I, O, U, 6 peut-être si on compte le Y qui des fois est une voyelle, des fois est pas une voyelle. Donc lisse versus yo-yo. Mais au sens linguistique, le OU, c'est un seul son. Donc ça compte comme une voyelle. Le E, c'est un seul son. Le ON, le AN, le IN. Donc, chacun de ces sons-là, qui ne sont en fait qu'un seul son, en linguistique, le principe, c'est une lettre égale un son, puis un son est toujours représenté avec la même lettre dans l'alphabet phonétique. Mm-hmm. Si on avait des langues parfaites, des systèmes d'écriture qui représentaient parfaitement la langue, ça serait ça. Fait que là, on oublie ça en français, on est loin du compte, là. Combien de façons différentes d'écrire le son O? C'est ça, on passe à côté. Mais bref, donc, en linguistique, je t'interromps juste là-dessus. Oui. Toujours dans l'émission d'Éric Bédard, on en avait parlé. Je la remettrai d'ailleurs dans les commentaires. Une conférence TEDx qui avait été faite à Nantes ou à Rennes, je crois, à Rennes par deux linguistes. Les deux Belges. Exactement, les deux Belges, où ils essayent d'imaginer un mot et ils disent en français comment est-ce qu'on aurait pu écrire ce mot. Ils arrivent presque à 800 versions. C'est un truc de fou. Effectivement. Ouais. Donc, l'écriture de la langue française, le système est tellement, tellement compliqué, puis est vraiment loin d'être parfait. Mais si on prend donc dans la langue française standard, il y a 15 sons voyelles. Puis, c'est parce qu'on a gardé au Québec, on a gardé certaines oppositions, on en a un peu plus, il y a des sons qui sont disparus en France, mais là, tu vois, il y a quelqu'un qui a commenté sur cette vidéo-là que, ouais, mais là, tu peux pas comparer le québécois informel avec juste le français, le parisien standard. Si tu vas te promener en province, je m'étais fiée beaucoup sur mes notes de cours de linguistique, mais j'ai dit, ben, peut-être, effectivement. Fait que je suis allée fouiller. Je sais que, par exemple, les ch'tis ont une langue un peu plus spéciale. J'ai vu le film. Donc, je suis allée fouiller si en picard, il y avait pas des sons qui existeraient pas à Paris. Et j'ai trouvé une des variantes que je dis qui sont strictement québécoises. Apparemment que les ch'tis l'utiliseraient aussi. Donc, va falloir que je refasse des recherches plus poussées parce que je suis sûre que si on parcourt la campagne française, on va trouver des petits trésors. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses. On y viendra aussi tout à l'heure. Je vais te poser une question sur le tu interrogatif. Très, très surprenant ici. Sauf que quand on gratte un petit peu, ça rappelle farouchement quand même des expressions qu'on peut retrouver ici ou là en France. Et encore, j'ai pas la prétention de connaître tous les patois et le ch'ti, toi, c'est un peu comme la première fois que je suis arrivé au Québec et que j'ai regardé cette fameuse série policière. Quand ils se mettent à parler vraiment entre ch'ti et tout, il y a des fois, j'en mets pas une dans le mille. C'est quand même très très compliqué. Mais effectivement. Mais c'est super intéressant. Donc, si je comprends bien sur ces histoires de voyelles. Tu me disais 23 ici en France, au Québec, versus 15 usités aujourd'hui en France, mais on est bien d'accord, en gros, c'était les 23 à la base étaient utilisés et en France.
et donc parfois donc encore dans certaines régions. Et au Québec, c'est vraiment le français entre guillemets qui s'est rétréci, le français de France qui s'est rétréci. Le français québécois, c'est pas un développement à part. Ce que je veux dire, c'est que c'est juste, il est resté tel qu'il était à l'époque. Oui, tout à fait. Puis tu parlais tout à l'heure de la citation avec les joues souples. Souplesse dans les joues. Hein. La souplesse dans les joues. C'est vraiment ça. C'est que nous, on a gardé une façon de parler vraiment plus naturelle. Puis en France, ça s'est retravaillé. Le système articulatoire est beaucoup plus tendu. Ça prend de la tension dans les lèvres. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile pour un Québécois d'imiter un Français que le contraire. Nous, on est capable de... Ben, ça sera vraiment pas parfait, là, mais ça se rapproche un peu plus. C'est plus facile d'épurer les sons que de rajouter les sons que vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas entendu ou que vous n'avez pas appris à prononcer. Ouais, puis qui sont parfois totalement, effectivement, contre nature. Voilà, je parle dans mon cas, je sens qu'il y a 2-3 expressions, sons qui vont être compliqués. Ça fait juste plus de 40 piges que on m'a appris à parler comme ça, dont 25 passés sur Paris, ce qui est déjà effectivement une autre langue, une autre manière de parler. Je m'en suis pas rendu compte forcément au début, et c'est quand je revenais en Charente auprès des amis, on dit, t'es bien parisien, toi. Il y a quand même deux, trois petites choses. Pour ce qui est de la prononciation, simplement de certaines voyelles. Et juste un petit mot là-dessus. Moi, j'ai fait un petit papier qui dit que ici le E devient souvent A. J'ai Pias, j'ai marde. Voilà, t'as encore fait de la marde aujourd'hui. Je le dis très mal, hein, effectivement, comme je suis un fou d'imiter l'accent. Ça aussi, c'est quelque chose qui vient de l'ancien temps ou c'est Oui, je pense que oui, c'est un trait qui était plus historique. C'est drôle parce que j'ai lu ton billet dans le blog, puis j'avais pris une note de revenir un peu là-dessus, parce que c'est dans certains contextes. Fait que des fois, c'est drôle parce que, bon, en tant que francophone ou n'importe étranger qui vient pas d'ici, on remarque puis on essaie de faire ressortir la règle, mais des fois, il y a des subtilités un peu qui nous échappent. Donc, ce « est » là qui s'ouvre en « a », c'est pas n'importe quand. Je pourrais pas dire, mettons, une fève puis dire une fave. Les gens comprendront pas. C'est devant un R que ça arrive, ça. Puis ça, c'est vraiment le genre de truc que dans mon cours, j'explique le trait, j'explique dans quel contexte ça se produit, puis je vous donne des exercices à faire là-dessus. Donc, c'est pour ça que le merde, il devient marde. C'est pour ça que le tabernacle se transforme en tabarnak quand un Québécois est vraiment très, très fâché. C'est pour ça que la couleur verte, des fois, verte. Mais c'est vraiment un trait qui peut avoir tendance à être un peu vieilli ou sonner vraiment très populaire ou très de la campagne. Oui, c'est quelque chose qu'on va retrouver tous les jours ou qu'on va retrouver par des humoristes, des traits un peu presque forcés par des humoristes, mais quand on peut faire quelque chose de très, je vais dire, très populaire et grossir les traits comme le font les humoristes. C'est beaucoup sur le coup de l'émotion en fait. C'est une prononciation qui est plus spontanée, plus naturelle en fait. Puis c'est ça, c'est vraiment avec le coup de l'émotion. Souvent la colère. Donc c'est pour ça que les jurons, les gros mots. Ici, tous nos sacres, la Vierge Marie, des fois, vierge, et bout de vierge, ça s'ouvre aussi. Mais alors toujours déjà, remarquer le R. Tous les sacres ici, ils sont liés à la religion. Oui. Voilà. Et alors, tu vois, typiquement, moi, les quelques jurons qui sont connus en France, effectivement, tabarnak est connu, très connu. Et on sait aussi qu'il faut pas dire tabernacle. Parce que voilà, sinon on passe pour d'odieux français. Sauf que toujours dans le livre d'Éric Bédard où il parle des jurons, l'explication est très claire en fait. Le tabarnak, c'est le tabernacle, c'est la même chose, c'est juste pas prononcé pareil. Du coup, moi, il y avait une telle opposition avant de venir sur les mots, je me suis dit c'est juste pas du tout le même truc. Et en fait, si, c'est exactement la même chose, mais non seulement faut être en colère pour le dire, mais en plus faut le prononcer de la bonne manière, sinon tu vas le mettre encore plus en colère. Mais sinon, ça a beaucoup moins de punch, là. Si tu dis tabernacle, non. ça marche pas. Ça marche pas et en même temps, je vous rappelle, vous faites des révolutions tranquilles ici, alors, mollo, hein. Nous, on coupe les têtes. Voilà, on prononce mal, mais on coupe les têtes. Se parler plus populaire, est-ce que c'est ça qu'on appelle le joual?
J'en ai entendu parler, mais j'arrive pas trop bien à comprendre le concept du joual. Le fameux joual. J'ai fait une capsule là-dessus pour ceux qui seront Pour ça que je te pose la question. intéressés à aller en chercher un peu plus. Le mot joual, c'est une déformation du mot cheval. Donc, un cheval, un cheval, un joual. Ouais. C'est une prononciation qui a été attestée en France, en fait. Donc, c'est vraiment les colons je sais pas de quel coin qui était, là, mais c'est une prononciation qui existait en France, qu'ils ont apportée ici. Puis le mot est arrivé beaucoup dans les années 50, si je ne m'abuse. Il y a eu, parce que déjà, à l'époque, il y avait un journal. Puis il y a quelqu'un qui a fait un éditorial, le directeur du journal, me semble, il a fait un éditorial sur à quel point on parle pas bien, puis la langue, tu sais, déjà dans les années 1950, ça existait. Puis il y avait un professeur de secondaire, un frère, qui a publié un échange de lettres, c'est le frère un tel, en fait, puis qui dit que ces jeunes-là, ils parlent joual. Ils font pas juste écrire joual. Dans le fond, c'est un peu comme dire tu parles comme les personnes qui prononcent joual au lieu de cheval. Donc, les paysans, les gens non éduqués. Fait que c'était vraiment très péjoratif à l'époque. Mais c'est drôle parce que quand on lit sa lettre, dans le fond, on se rend compte que c'est pas tant juste la langue qui le condamne. Il dit, ils font pas juste écrire joual, ils parlent joual, ils vivent joual. Les balades en voiture le samedi soir, c'est du joual. Fait que on voit qu'ils condamnent un peu la jeunesse, puis sont fous et fringants, puis c'est pas correct, c'est pas très catholique. Fait que c'est quand même drôle, c'est toujours le même vieux discours judéo-chrétien de les jeunes, ils ont donc pas d'allure, puis les jeunes, ils savent plus écrire. Dans mon temps, c'était mieux, mais ça a toujours été mieux dans notre temps. Oui, c'est toujours pareil. Moi, ça me rappelle éternel. Les discours qu'on pouvait entendre quand, pour ma génération, le verlan est arrivé, où voilà, on pouvait entendre mais qu'est-ce que c'est que cette manière de penser. Puis même aujourd'hui là, sur la manière d'écrire au niveau de la jeunesse en France, quand on écoute le rap, où ça fait saigner des oreilles de plein de personnes. Mais bon, de génération en génération, on a toujours les mêmes réflexes. Donc c'est ça, ok, le joual. Bon. On en a brièvement parlé tout à l'heure. Le truc peut-être le plus étonnant quand on arrive, c'est le tu interrogatif. Alors j'ai l'air intelligent comme ça parce que je sais que c'est le tu interrogatif, mais la première fois qu'on l'entend, on comprend rien ça donc. Est-ce que tu peux m'expliquer le tu interrogatif et après je te dirai en quoi ça me rappelle quelque chose? Tout à fait. Alors le tu interrogatif, c'est drôle parce que j'avais un petit livre, je pense que c'est ça, Le Québécois pour les nuls. Puis là-dedans, guide de conversation, Le Québécois pour les nuls. T'es déjà entendu en parler de celui-là? Pas en bien. Non, c'est ça, vraiment pas. Moi, j'ai lu ça, puis c'est bourré de jugement de valeur. Puis je pensais que c'était des Françaises qui avaient écrit ça tellement... Quand je lisais ça, je disais, ben non, ils ont pas bien compris. Ben non, c'est pas ça que ça veut dire. J'ai vraiment l'impression que c'est un regard externe, mais non, c'est des gens qui ont étudié en linguistique puis qui viennent du Québec, mais en tout cas, bref. Leur petit paragraphe... pas celui-là. Non, ben achète-le pas. Non. Leur petit paragraphe sur le tu interrogatif, ça dit que vous allez vous faire écorcher les oreilles mais en tout cas, bref, ça n'explique pas l'origine du tu interrogatif, qui est logique, somme toute. Dans mon cours, j'explique que le L et le R sont deux consonnes un peu spéciales. On les appelle les liquides en linguistique, puis ont tendance à disparaître à l'oral. Puis ça, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai en France aussi. Il veut. Souvent. Il veut, très souvent. Elle veut, elle veut. Donc, ça existe aussi en Europe. Si on pense à faire une question, une phrase interrogative, ben l'inversion verbe-sujet, donc veut-il, plaît-il, si j'enlève mon elle, pleut-il, fait-il. Fait que ce ti-là, qui existe encore dans certains accents ou dans certains accents, souvent ça va être des contextes, mettons qu'on veut imiter, c'est ça, quelqu'un d'un peu plus vieux ou d'un peu moins éduqué ou qui vient d'un peu plus loin, on va ressortir ce ti-là, particule interrogative, puis c'est pratique parce que j'ai plus besoin d'inverser mon verbe puis mon sujet, j'ai juste à rajouter le ti n'importe où à la fin de mon verbe. Fait que on mangeait-ti, vous venez-ti avec nous. Puis au Québec, avec l'évolution, les gens ne savaient pas
que le ti venait du til qui avait perdu son L. Et les gens connaissaient le mot tu, ils se sont dit, ça doit être un tu qui est mal prononcé. Ils se sont mis à hyper corriger le ti en tu. C'est marrant, ça. Parce qu'ils pensaient que, c'est ça, ils savaient pas d'où ça venait, dans le fond. Fait que c'est pour ça que le ti interrogatif qui existe encore en France est devenu un tu au Québec. Mais c'est une structure interrogative ultra pratique parce que je garde mon sujet, je conjugue mon verbe à n'importe quelle personne. Je veux-tu, tu veux-tu, on veut-tu, vous voulez-tu, ils veulent-tu. Puis ça me permet à n'importe quel temps, n'importe quel sujet de super faire pratique, sauf que c'est un peu confusant, quoi, parce que si tu... moi, je le connaissais bien, et en fait, quand j'ai lu l'explication, ça m'a tout de suite fait penser à mes grands-parents, et j'y reviens encore à ma Charente, où c'est le til qui devient un ti interrogatif est très souvent utilisé, mais alors très souvent, vlati pas qu'on va aller faire vers les courses, voilà, c'est des choses qu'on utilise vraiment très souvent, et à partir du moment où j'ai compris que ce ti, qu'en gros je maîtrisais à défaut de l'employer régulièrement, mais que je maîtrisais, il suffisait de le transformer en tu, je me suis mis à comprendre les Québécois qui l'utilisaient. C'est juste confusant quand même, hein, parce que notamment quand on va mettre 2 fois le tu dedans, dans la phrase, voilà, ça, faut s'habituer quand même, hein. Tu veux-tu des frites? Je veux bien des frites, mais t'es pas obligé de mettre du fromage et de la sauce brune dedans. Ben là! Message subliminal pour mon ami Laurence qui a entendu dans ce balado que je n'avais toujours pas goûté de poutine et qui m'en veut énormément. T'as pas goûté de poutine? Qu'est-ce que t'attends? Il y a plein de trucs qui font que les mots fromage, sauce brune et frites, j'ai du mal à assimiler tout ça en même temps. Mais pareil, voilà. Le jour où je passerai où je passerai le pas, je suis sûr que ce sera une révélation, c'est sûr, mais je vais peut-être attendre encore un petit peu. Encore un petit peu. Il y a quelques mots, toujours ici dans ce rapport au français, je veux dire au vieux français, des mots qu'on a et qui sont soit très utilisés ici et peu en France, et parfois avec des sens un petit peu différents. Le mot qui m'est venu pour ce thème-là, c'est le mot chialer. Je l'entends énormément ici. Et si je dis pas de bêtises, chialer, ça va être un peu râler ici. Ouais. Alors que chialer en France, tel que moi je l'utilisais, c'est principalement pour les enfants d'ailleurs, on va dire. C'est un enfant qui pleure et qui pleure beaucoup à grosses larmes. Et arrête de chialer, fais suer. Et ici, par contre, chialer, je l'entends. Il est pas rare d'entendre des politiques qui disent ils font que chialer ces gens-là et tout. Ça vient de vous, je sais pas, il y a des mots comme ça qui se transforment. Oui, effectivement. Ben, tu sais, c'est ça que des mots le sens est quand même pas trop éloigné, là. Tu sais, ça a rapport à quelqu'un qui est pas satisfait de sa situation. Donc, c'est sûr qu'avec la distance, ça finit par, les sens se sont éloignés, ça finit par vouloir dire, même si ça a une origine commune, ça a évolué un peu pour vouloir dire autre chose. Je pense que c'est l'évolution normale de la langue, puis ça doit arriver aussi, ça doit être la même chose en anglais, un mot qui veut pas dire exactement la même chose en Angleterre, aux États-Unis, puis en Australie. Donc, c'est juste normal. Les langues évoluent, il y a rien de statique dans la vie, puis ça prend d'autres sens, d'autres contextes. L'autre mot, et quand tu parlais d'origine similaire qui, à un moment donné, divergent ou se séparent, c'est un grand classique, c'est le mot gosse. Hein, voilà. Donc, évitez de dire t'as 2 minutes, je vais te montrer mes gosses. Ici, ça passe moins bien, bizarrement. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense qu'ils sont pas nombreux, les gosses en France, ce sont les enfants. Donc, je vais te montrer les gosses. Je vais te montrer une photo de mes mômes. Ici, ce sont mes parties masculines intimes. Voyez-vous. Donc, oui, l'origine. Quelque part, on peut se dire qu'il y a au tout début du commencement, il y a un truc. Enfin bon, ça on l'a perdu un peu, on cherche le lien entre les deux, mais oui, effectivement. Moi, j'étais obligé de me racheter des t-shirts à cause de ça, je t'explique pourquoi. J'avais une agence de communication en France qui s'appelait La Rue. Et on s'était fait faire des super t-shirts pour toute l'équipe, et dessus, il y avait écrit « Gosse de rue ». Je les mettais régulièrement, et bizarrement, je les sors plus du placard. Hein. Je suis ici, c'est pas possible. Ça va pas du tout. Mais si les gens entendaient ton accent français, ils feraient le lien tout de suite. Parce qu'on a été exposé beaucoup. On sait qu'en France, ça veut dire enfant.
C'est juste que dans un contexte comme ça, à brûle pour point, c'est ça. S'ils lisent sur ton t-shirt, bon, peut-être que là, ils vont se poser des questions, mais après, ils t'entendent parler. Ah, il est français, voilà. Oui, mais c'est ça, évidemment. Tout s'explique. Toujours sur ces mots, désolé, je t'avais dit, je te harcèlerai de questions, donc j'en ai plein. Il y a des mots qu'on croit connaître, des mots québécois qu'on croit connaître en France, et quand on arrive ici, on se rend compte que le sens est plus complet. C'est très simple. Chum et blonde. Pour moi, un chum, c'était le petit ami, de la blonde étant la petite amie du chum. Voilà, pour faire simple. Sauf que j'entendais régulièrement dans des pubs, dans des séries et tout, un père de famille parler de ses chums et a priori, il parlait il parlait de ses enfants. Dans une pub, c'était une personnalité qui voulait parler des vendeurs de son concessionnaire auto, qui visiblement sont des amis, et il parlait de ses chums. Et quand on est persuadé que le mot chum veut dire petit ami, au départ, c'est comme le tu, hein. C'est confusant quand même. Ça surprend. Effectivement, le mot chum, ça vient de chum en anglais, qui veut dire un camarade, si je ne m'abuse. Donc, tu vois, je savais pas non plus que ça venait de l'anglais pour le coup. Oui. Puis je pense que, il me semble que j'ai un ami qui m'avait dit que c'est vraiment de l'anglais britannique. Les Américains n'utilisent pratiquement pas ce mot-là. C'est vraiment plusieurs anglicismes du Québec, ça vient des vieux mots d'Angleterre dans le fond, parce que la colonie. Et oui, les Français sont arrivés avec Cartier, mais enfin les Anglais sont arrivés derrière, ils ont foutu un beau bordel, entre nous soit dit. Jugement de valeur à 2 balles. Ouais. Fait que les chums, au premier sens, c'est les amis, mes camarades. Ça en est venu à dire mon petit ami, mon copain, en parlant d'un homme. Puis ça, même un homosexuel, il va parler de son chum. Mais si tu dis au pluriel, ben là, on sait que c'est les amis, mes chums. Ah, je suis sortie hier avec mes chums, puis j'ai fait ça. Et là, on sait que c'est ses camarades, ses amis. Des fois, pour vouloir spécifier, les gens vont dire, on peut le mettre au féminin aussi, ma chum. OK. Fait que s'il est au féminin, c'est sûr que c'est une amie. S'il est au pluriel, c'est sûr que c'est les amis. Là, c'est quand il est au masculin singulier, mon chum, qu'il peut avoir confusion. Fait que des fois, pour préciser, un homme peut dire mon chum de gars. D'accord. Mon chum de gars, là, c'est sûr que c'est son ami. OK. Ça marche pareil pour blonde? Non, la blonde, c'est juste la petite amie. Ah, la blonde, c'est précis, pointu, fixe et tout. Pour les chums, c'est le côté masculin, c'est toujours, c'est comme les chambres de garçons, hein, c'est plus en bordel, il y a les chaussettes qui traînent. Faut que t'analyses la grammaire et tout. Oui. Toi qui es prof de français, est-ce que tu trouves que le français, parce que c'est quelque chose qui se dit, est vraiment une langue si compliquée que ça à apprendre? Ah, c'est dur le français, là. C'est difficile. C'est difficile pour les francophones de maîtriser. Là, je te parle du code écrit, parce que à l'oral, c'est pas plus compliqué qu'une autre langue. Ah ouais, parce que même à l'oral, moi quand j'apprends que quelqu'un un immigrant mais qui vient pas de France, par exemple, qui arrive ici au Québec, qui a parlé toute sa vie anglais ou une langue asiatique ou quelque chose et qui doit apprendre à 20 ans, apprendre le français, mais je suis d'une admiration folle. Je trouve que cette langue, et je suis pas prof, hein, c'est pour ça que je te pose la question, mais tellement, alors riche, admirable, il y a des subtilités dans la langue française qu'on retrouve pas dans les autres, enfin dans beaucoup d'autres en tout cas, donc qui font que lire en français, écrire en français, c'est jouissif pour le coup. Je pense à Kintui qui me disait que ce mot-là n'existe pas dans la langue anglaise et que voilà, ça prouve aussi les subtilités qu'il y a dans la langue française, mais quand on doit apprendre ça from scratch, désolé pour l'anglicisme, mais à 20 ans, je me dis que ça doit être très très dur, et l'enseigner, quelle sinécure. C'est vraiment, à mon sens, à moi, c'est l'écrit qui pose vraiment problème en français, comme on a parlé au début. Le système d'écriture du français, puis les règles de grammaire, tu sais. Je veux dire, j'ai mangé, t'as mangé, les crêpes que j'ai mangé des crêpes. Ça serait écrit de façon complètement différente, mais à l'oral, c'est tout. Fait que la difficulté à l'oral, elle disparaît. Puis on n'a pas de cas comme en allemand ou en irlandais. Moi, je parle gaélique irlandais. Il faut que tu apprennes le cas génitif puis le cas vocatif, puis c'est compliqué, c'est vraiment difficile. Là. Fait que le français, c'est une langue qui est compliquée, mais pas moins que d'autres en tout cas. D'accord. C'est vraiment l'écrit qui
qui vient foutre le bordel pour Ouais, puis c'est vrai qu'en rester plus, poli. c'est toujours ce qu'on voyait dans cette fameuse conférence TEDx dont on a visiblement rapidement parlé tout à l'heure, où ils expliquaient que l'orthographe française, c'était du grand n'importe quoi, que chacun faisait à peu près ce qu'il voulait jusqu'au 17e à peu près. Il donne un exemple d'ailleurs sur Molière, le Misanthrope, je crois, dont il montre que sur plusieurs éditions, c'est écrit de manière complètement différente, avec un H, un H, un I, un Y, enfin voilà, chacun faisait à peu près ce qu'il voulait. Et puis tout d'un coup, on a dit non, on va marquer un distinguo. Mais il y a les gens qui vont savoir écrire, et puis il y a les gueux, voilà, Et les simples femmes. Ouais, et les simples femmes, exactement comme ils disent, c'est terrible. Et l'idée, c'était de faire le truc le plus compliqué possible pour que ce soit le moins accessible possible et donc le plus élitiste. C'est vraiment une idée de merde. Mais c'est vrai que à l'écrit, c'est coton. D'ailleurs, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais qu'on est peut-être un peu moins à cheval sur le français écrit ici. C'est une impression comme ça, mais alors je parle pas dans tout ce qui est officiel, hein, je veux dire tout ce qui est officiel, qui vient des gouvernements, des entreprises et tout, a été relu et c'est un français nickel, parfait, à tous les sens du terme. Par contre, au quotidien, j'ai non seulement l'impression que les gens au quotidien entre eux, dans les courriels et tout, font plus de fautes d'orthographe, voire beaucoup plus, et qu'en même temps, ils sont beaucoup moins jugés pour ça. C'est-à-dire que en France, si on a un ami qui nous envoie un courriel et c'est truffé de fautes d'orthographe, il se trouvera toujours un moment où on va lui dire dis donc, fais gaffe, tu m'as fait saigner les yeux quand même et tout. Et ici, pas du tout, c'est pas grave, l'important. Tu m'as dit ce que tu m'avais à dire. Enfin, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Je veux savoir si je dis, si je dis de la marde. Ben, je sais pas. Moi, quand je vais voir sur des forums, des fois, selon les fautes le type de faute d'orthographe, je sais que si c'est un Québécois ou un Français. Ah oui? Les Français, vous avez moins de distinction entre le et le est. Fait que la difficulté futur simple conditionnel, je ferai, je ferais. Je sais pas si tu peux nous le dire. Je ferai. OK, ben tu le fais quand même plus. Ça doit dépendre des régions. Il y en a pour qui, puis j'ai écouté des YouTubers qui enseignent le français puis qui disent ferait, c'est difficile de savoir, faut y aller avec le contexte parce que ça sonne pareil. Je dis, non, ça sonne pas pareil. Mais quand je vois ce genre de faute-là, il manque un S ou il y a un S de trop puis ça n'a pas de sens, c'est clairement du futur. Ça doit être un Européen parce qu'un Québécois, le AI, on sait que ça fait un E, puis s'il y a une consonne après, AIS, AIT, ben là, ça fait un E. Fait que c'est pas le genre de faute qu'on fait. Mais le fameux participe passé infinitif, E accent aigu, ER, ben ça, c'est commun à toute la francophonie. Je sais pas, en fait, j'ai pas été tant exposée. Moi, c'est vraiment j'ai pas été dans un milieu professionnel en France, fait que je sais pas trop, là. Ah bah, tu sais, d'ailleurs, on en revient encore une fois à cette vidéo, mais et là, je sais pas si c'est le cas ici sur les réseaux sociaux, parce que j'ai profité de mon arrivée ici pour me déconnecter pas trop mal quand même. Mais en France, l'un des réflexes, c'est que si quelqu'un va émettre un avis contradictoire, un avis contraire, voire quelque chose qui va choquer un petit peu, s'il le fait avec des fautes d'orthographe, il se trouvera toujours quelqu'un pour lui dire bon, t'es gentil, tu vas d'abord aller apprendre à écrire et tu reviendras nous dire ta merde plus tard. Oh, tout à fait. C'est la même chose ici. Ah ouais, pareil. Ouais. Ouais, le français, c'est chiant, quand même, pour ça. Oui, effectivement. Non, c'est vraiment compliqué à écrire en français. Eh ben, c'est tellement compliqué qu'on a absolument besoin d'une prof de français, dis donc. Voilà. Donc c'est toi. Je te remercie énormément. Je rappelle pour tous ceux qui le veulent et franchement, allez-y, ne serait-ce que par curiosité, même si vous pensez que vous maîtrisez bien la langue française et même si vous voulez pas venir au Québec, mais juste pour mieux la comprendre. Vous avez vu comment c'est intéressant de revenir dans l'historisation, dans la géopolitique et enfin moi je trouve ça absolument passionnant. Vous pouvez aller sur la page YouTube de ma prof de français. Voilà, il y a déjà énormément de contenu, c'est super accessible, bien expliqué et en plus contrairement à ce balado, vous avez les images, donc notamment quand Geneviève vous explique la prononciation, ce qui se passe avec les joues, avec la langue, avec le palais, tout ça et tout. Enfin voilà, c'est hyper bien décrit, très intéressant. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, n'oubliez pas la page Patreon. Voilà, je vous mettrai les liens parce que je crois que Patreon n'est pas encore très développé en France. Okay. Me semble-t-il, je crois que ça commence ici, ça
ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une super bonne idée d'être dessus. Et puis, si vraiment vous avez besoin d'aller plus loin, il vous faut absolument une prof. Et là, faut vous inscrire aux formations. Il n'y a pas le choix. C'est vraiment un petit traitement choc pour la compréhension du français québécois. Donc, le lien pour ça, c'est maprofdefrançais.ca. Parfait. Vous retrouverez tous les liens. Et donc, pour terminer, j'en profite pour te souhaiter un presque joyeux anniversaire. Merci, c'est gentil. un an que tu fais ça, et vous allez voir tout ce qu'elle a produit en un an. C'est juste incroyable. Et si vous pensez tout savoir de la langue française, vous allez vite comprendre qu'il y a beaucoup, mais alors beaucoup à dire. Je te remercie énormément, Geneviève. Ça a été un véritable plaisir de te recevoir. Et tu sais quoi, si j'ai d'autres questions ou des mots comme ça, je passerai un petit coup de fil. Certainement, tu seras toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour cette belle occasion de discuter, ça a été super intéressant, puis j'aime toujours diffuser la variété québécoise, alors diffusons. Diffusons, allez-y, inscrivez-vous, et c'était vraiment super. Merci, à très bientôt. Merci, bye bye. Ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue, c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.